Rien n'est clair, mais nous sommes habitués à ces genres d'interdictions. Mais je pense que nous ne nous mettons pas à braver des interdictions. Nous allons développer des actions beaucoup plus coercitives pour obliger effectivement l'État à mettre à disposition les cartes d'identité ou bien à avouer son échec. Parce que c'est un État qui refuse tout consensus, qui fait dans le forcing, qui ne tient pas compte, qui n'a aucune considération pour son opposition, mais aussi qui n'a même pas de respect pour nous autres Sénégalais. Ce qui est grave, c'est qu'on risque de faire revenir le phénomène des ordonnances, parce qu'un récépissé qui n'a pas d'usage, mais ça c'est faire revenir les ordonnances et c'est l'ouverture à un système de fraude continu. Intéressons-nous à présent à l'une des rares femmes directrices de campagne de ces élections législatives, Fatou Sow Sarr, de la coalition Pôle Alternatif Troisième Voie, Sénégal Day Dem. Une fonction qu'elle remplit à la perfection selon plusieurs de ses camarades. Fatou Sow Sarr, qui est une sociologue de formation et la directrice du laboratoire genre de l'IFAN. Elle est aussi l'une des actrices clés de la loi sur la parité. Fatoulaye Mbaye Diop nous dresse son portrait. Sow Sarr, sociologue, directrice du laboratoire genre de l'IFAN à l'UCAD. Elle est connue dans les grandes luttes pour l'émancipation de la femme. Fatou Sow Sarr, déjà avec le caucus des femmes, a longtemps défendu la parité. C'était un projet politique de transformation de la société sénégalaise. Et je suis heureuse d'avoir contribué, participé avec d'autres à ce travail qui a mené à un des éléments les plus majeurs depuis l'existence de ce pays. Entre la politique et la cause qu'elle défend, il n'y a qu'un pas. Je suis docteur en anthropologie et sociologie politique. La politique, c'est mon objet de recherche, c'est mon objet de travail. J'ai un métier qui me porte vers la défense de la société et de la communauté d'une manière générale. Cette activiste est aujourd'hui une directrice de campagne, une position jusque-là dévolue aux hommes. Je suis allée dans la coalition Sénégal Day Dem avec Cheikh Tidiane Gadio et nous pensons que pour parachever ce pourquoi nous nous sommes battus, il était important que nous soyons dans cette assemblée pour mieux porter les questions qui nous paraissaient essentielles. La colistière de Cheikh Tidiane Gadio sur la liste Pôle Alternatif Troisième Voie est certes politique, mais pas politicienne. Je n'appartiens à aucun parti politique. C'est une coalition où des individualités, des mouvements, des partis se sont retrouvés. Sa participation aux législatives n'est que la suite du combat qu'elle mène au jour le jour. Ce que nous voulions, c'est une transformation sociale, une arrivée massive de femmes dans les instances de décision et il faut le poursuivre dans les autres instances. Cette position de directrice de campagne lui a été proposée et même si cela n'était pas le cas, cette battante de Diokoul allait quand même la revendiquer. Fatou Sow Sarr, directrice de campagne de la coalition Pôle Alternatif Troisième Voie, Sénégal Day Dem, un portrait dressé par Fatoulaye Mbaye Diop. La deuxième édition des journées appelées Dialogue des juges s'est tenue ce matin en présence du premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara. Les discussions de cette édition sont axées sur le thème panorama de la jurisprudence, motivation et difficultés d'exécution des décisions de justice. Cette rencontre permet de renforcer le rôle d'information et de prévention sur les recours en cassation et en annulation. Mamadou Badio Camara a insisté sur le fait qu'il est important de mettre en œuvre un dialogue entre les juridictions d'appel et les tribunaux. Compte rendu, Abdoulaziz Sow. Et de deux pour les juges du droit et ceux du fond, ils sont à nouveau réunis pour confronter leur point de vue sur les difficultés d'exécution des décisions de justice et sur la motivation des jugements et arrêts. Pour parvenir à obtenir la sécurité juridique, il faut que la règle de droit soit appliquée de la même manière partout au Sénégal. Il faut que le justiciable, quand il reçoit une décision de justice, puisse savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il a perdu. C'est quelque chose d'important que nous voulons insister pour que nos collègues juges du fond fassent plus d'efforts dans la motivation de leurs décisions. Donc c'est pour éviter les divergences d'interprétation. Éviter les divergences, c'est harmoniser les positions, expliquer, justifier, voire stimuler davantage les motivations et de manière compréhensible. Selon Mamadou Badio Camara, après cassation, une juridiction de renvoi doit pouvoir identifier clairement les motifs de l'arrêt de la Cour suprême. Nous avons constaté qu'il y avait comme des incompréhensions
sur le sens et la portée de nos arrêts, sans doute en raison du style de cassation caractérisé par une technique de rédaction lapidaire. Nous avons commencé à appliquer la technique de rédaction avec une motivation dite enrichie qui consiste pour l'essentiel à développer davantage la motivation de nos décisions pour les rendre plus facilement compréhensibles. Pendant 2 jours, ces acteurs vont réfléchir sur les procédures applicables devant la juridiction suprême, mais aussi apporter des solutions dans l'exécution des décisions de justice. Merci Abdelaziz Saoudabar. Les villages de Touba, Darou Salam et Medina Pakan, respectivement dans la région de Tambacounda et de Kolda, ont bénéficié de forages et de bornes-fontaines, des installations faites dans 22 villages qui ont une moyenne de 6 000 habitants. Aujourd'hui, ces femmes qui faisaient des kilomètres pour chercher de l'eau sont satisfaites de ces réalisations qui tournent autour qui ont coûté plutôt 300 millions de francs CFA et qui leur ont permis d'avoir de l'eau potable dans leur village. Selon le directeur de l'Office des forages ruraux, ce sont des réalisations qui entrent en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État. Suivant le compte-rendu de Fatima Diop. L'eau potable coule à flot au niveau des fontaines et des robinets de chaque coin et recoin des villages. L'absence du liquide vital n'est plus qu'un mauvais souvenir pour ces femmes qui faisaient des kilomètres pour en trouver. J'ai content à autre forage là. On avait problème d'eau avant. Ce que passait, mais maintenant on a de l'eau. Ce sont des forages d'une profondeur de 45 à 148 mètres, d'un débit qui varie entre 20 à 50 mètres cubes par heure, installés dans les villages de Touba Darussalam dans la région de Tambacounda. Medina Pakan à Kolda, à 50 km de la Guinée, n'a pas été un reste. Des réalisations financées par l'Union européenne à hauteur de 27 millions d'euros, soit 18 milliards de francs CFA pour 22 villages de près de 6 000 âmes. Donc on a réalisé aujourd'hui plus de 52 forages, dont ces 2 forages que nous avons visités. Aujourd'hui, le grand défi qui est en train de relever, c'est l'engagement aujourd'hui de l'OFOR dans la gestion de ces infrastructures, ce qui permet de garantir à terme la durabilité des investissements. Des réalisations qui entrent en droite ligne avec la vision du chef de l'État, dixit le directeur général de l'Office des forages ruraux. Je pense que c'est un ensemble de promesses qui avaient été faites aux populations qui sont en train d'être tenues. Et nous allons naturellement, notre rôle, c'est d'accélérer, de continuer ce processus pour qu'il n'y ait plus de Sénégalais du monde rural ou de Sénégalais du monde urbain dans les politiques d'accès à l'eau. Au-delà de l'accès à l'eau, le domaine de l'assainissement a également été pris en compte. Le coût global est environ 300 millions de francs CFA. Pour manifester leur joie et contentement, la population de ces localités ont chanté, dansé au rythme de leur culture. Fatima Diop, merci. C'est cet élément qui met fin à ce 19h45, un journal que j'ai eu le plaisir de présenter avec Aram Ndiaye. Plaisir partagé, Mamadou Awa Ndiaye. C'est fini. Merci à vous tous de votre aimable attention. La suite de l'essentiel, c'est tout de suite avec Amina Agué et Ben Mokhtar Diop. Au revoir. Nous sommes dans la dernière partie de votre magazine d'information, l'essentiel. Et ce soir, nous parlons de cette saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République. Pour en parler, nous sommes avec M. Momar Diong, il est notre consultant maison, mais également avec Valjo Djonja, il est de la société civile. Merci à ceux qui nous écoutent sur la 89.7, la Zik FM. Merci également aux internautes. Vous pouvez toujours continuer à réagir sur le hashtag SunTV officiel. Alors, Valjo, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu à rencontrer le président de la République, mais est-ce que lors de cette rencontre, il avait vraiment émis cette idée de saisir le Conseil constitutionnel? Non, pas du tout. Donc ça vous a vraiment surpris? Nous l'avons constaté comme tous les Sénégalais. C'était une option qui a été brandie par une composante de la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, à dire vrai, ça m'a un peu surpris, compte tenu des délais qui étaient quand même assez raccourcis par rapport au scrutin du 30 juillet.
Et aujourd'hui, je pense que cette saisine peut poser plusieurs questions, à mon sens. Est-ce que c'était l'organe qu'il fallait habiliter? Et puis, en saisissant le Conseil constitutionnel, est-ce que quelque part, en fait, le président ne vous utilise pas et vous met en mal avec l'opinion? Non. Sur l'acte, on peut dire que c'est une procédure normale parce que le président a la latitude de consulter le Conseil constitutionnel pour avis, qui donne son avis, et maintenant sur la base de ça il peut initier la proposition de loi à amener à l'Assemblée nationale, etc., qui va adopter ça en procédure. Donc ça veut dire que si le Conseil constitutionnel donne un avis favorable, on ira également à l'Assemblée nationale. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire, après le Conseil constitutionnel, on doit l'amener au niveau de l'Assemblée nationale qui doit, en procédure certainement d'urgence, l'adopter compte tenu des délais. Et ensuite, il doit promulguer ça automatiquement. Je ne sais pas maintenant. Est-ce qu'on aura le temps? Avec ce qu'on a l'habitude de dire, les délais de recours et tout ça, est-ce qu'on l'a intégré avec aussi le protocole de la CEDEAO? Est-ce qu'on l'a intégré dans l'analyse? Attendons de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous, de la société civile, aujourd'hui, vous vous sentez bien? Est-ce qu'il n'y a pas un mal-être par rapport à ce président de la République qui semble vous instrumentaliser, vous utiliser, vous mettre en mal avec Je tiens à le dire de la manière la plus formelle, la plus claire et la plus nette. Nous sommes droits dans nos bottes, nous n'avons jamais été ni manipulés, ni utilisés. Et nous nous réservons le droit, en tant que de besoin, quand c'est nécessaire, d'apporter les précisions qui sied. C'est-à-dire, nous avons, je le répète, nous avons initié un processus de médiation. Nous l'avons fait depuis 2000. Je me rappelle, j'étais encore plus jeune en 2000, mais pratiquement les doyens Mazid, etc., ont été reçus plusieurs fois, même jusque dans leur chambre à coucher par Wade et Diouf, parce qu'ils faisaient la médiation. Même chose s'est passée en 2009, etc., avec la tension qu'on avait connue jusqu'à aller vers l'audit du fichier électoral. Cette année-ci, quand nous avons analysé la situation, nous nous sommes rendus compte de la tension et des problèmes qui se posaient. Nous avons pris notre bâton de pèlerin comme nous avons l'habitude de le faire. Nous sommes allés voir l'opposition d'abord, qui nous a exposé l'ensemble de ces récriminations. Nous l'avons transmis au président de la République pour lui dire voilà la situation. C'est vrai, il y a eu une lenteur de nous recevoir, c'est-à-dire parce qu'on voulait bien être reçu avant l'adoption de l'article 78, L78, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Mais quand il nous a reçus, il nous a exprimé sa disponibilité à échanger avec l'opposition. C'était trop tard. Je ne sais pas si c'est une tactique ou une stratégie, mais après les choses se sont braquées davantage. Nous nous sommes abstenus mais nous sommes en train de faire la clarification qui sied, que nous n'avons jamais été utilisée, parce que je pense que nous avons suffisamment de pratique et d'expérience pour être manipulés par les politiques. Mais de 2012 à aujourd'hui, est-ce que la société civile n'a pas été vraiment affaiblie? Parce qu'en 2018, le nombre était plus grand. Aujourd'hui, peut-être les membres de la société civile, on peut les compter au bout des doigts. Attention, je pense que qu'à ce niveau-là, il faut quand même savoir raison garder. Je pense que nous avons une ligne. Et il faut dissocier les choses comment ça s'est passé par exemple en 2012. En 2012, on avait touché une option fondamentale de la Constitution, c'est-à-dire avec la révision qu'a voulu introduire à l'époque le président Wade. Mais ici, nous sommes dans des éléments techniques qui ont bien sûr des impacts politiques extrêmement importants. Et c'est pour cela que nous disons que, par exemple, nous avons privilégié l'approche de la médiation. Mais en tant que de besoin, nous avons situé les responsabilités. Et nous le faisons quand c'est nécessaire. D'accord. Alors, tout de suite, nous marquons notre temps de campagne avant de poursuivre le débat sur ce plateau de l'essentiel.
démarrons avec le coup de gueule du jour signé Pape Besdiba qui nous parle du régime du président Macky Sall qui est le seul responsable de cette confusion au niveau des cartes d'électeurs. Il procède d'une volonté de frauder ces élections, mais la situation à laquelle a abouti le Sénégal illustre une incompétence manifeste de ses dirigeants. Reportage. Macky Sall se rend à l'évidence. La saisine du Conseil constitutionnel après avoir joué cavalier seul dans le dos de la classe politique et de la société civile dénote d'une impasse. On a l'habitude de dire qu'une décision, plus qu'elle est partagée, plus elle a la chance d'être acceptée. Mais Macky s'est trompé seul, peut-être avec ses proches. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un échec de la tricherie. Raisonnons par l'absurde. Le Conseil constitutionnel donne un avis contraire à la volonté du président de la République. Ce serait alors des millions de citoyens qui ne pourront pas exercer leur droit de vote. La faute à un gouvernement qui n'a pas su anticiper. On se demande bien ce que peut cacher cette précipitation à faire une refonte du fichier et l'établissement de nouvelles cartes d'identité. L'opération aurait coûté aux contribuables plus de 52 milliards de francs. Ils ont fait saigner les caisses de l'État. Alors, pour quel résultat? Une grande confusion électorale qui procède d'un funeste calcul. La situation dépasse l'entendement pour un pays dit démocratique. C'est triste pour le Sénégal et ses dirigeants. Notre pays ne mérite pas le sort qui lui est imposé. On peut tromper une partie du peuple, une partie du temps, mais on ne peut tromper tout le peuple, tout le temps. On a tout compris. Retour au royaume d'enfance, Amadou Ba a été à Grand Dakar où il a grandi. Des promesses, il en a faites aux jeunes et aux femmes. Nous l'écoutons ici. 19 communes bëgg naa ci ndam mais ñaari commune laa ci gën a xool muy Grand Dakar ak Parcelles Assainies. Je veux gagner les 19 communes du département de Dakar. Mais 2 communes restent importantes pour moi. Parcelles Assainies et Grand Dakar. Je suis né ici, à Grand Dakar, et j'habite aux Parcelles Assainies. Comment peut-on naître à Grand Dakar, habiter aux Parcelles et avoir peur? Vous les jeunes de Grand Dakar, je vous consigne un pacte de confiance. Allez retirer vos cartes et votez la coalition Benno Bokk Yakaar. L'engagement que je prends est tous les projets pour Dakar, Grand Dakar aura sa part. Pour les financements, vous les femmes, d'ici peu, vous aurez votre part. La première phase est terminée et elle était en phase test. Le modèle est approuvé par le président de la République. Je vais vous envoyer d'ici quelques jours un expert pour vous aider pour l'installation des cellules. Ça sera fait. Modèle bi jàpp nañ ni baax na président approuvé na ko kon dina am ku ma leen booleel mu ñëw fii dimbali leen ci wàllu organisation dimbali leen ci wàllu financement. Ça sera fait. Parlons de la campagne des médias. Les correspondants dans la banlieue de Dakar rencontrent d'énormes difficultés pour la couverture médiatique. Les listes en compétition sont nombreuses. Les candidats ne mettent pas leur programme à la disposition de la presse. En ce qui concerne les caravanes, les correspondants se cotisent pour louer les services des taximens. C'est un reportage signé Younoussa Baldé. Le téléphone collé à l'oreille, le correspondant du groupe Walfadjri dans la banlieue de Dakar prépare déjà là où les couvertures médiatiques qu'il va effectuer au courant de la journée. Il répertorie les programmes des différents candidats, mais c'est le premier problème que rencontrent les correspondants. Il nous arrive même d'appeler ces gens, on tombe sur leur boîte vocale. Nous laissons des messages, ils ne nous répondent pas. Ils sont nombreux, ces têtes de liste inconnues, ou bien même si toutefois ils sont contactés, ils peinent à réagir au moment opportun. De par son poids électoral important, la banlieue de Dakar est très convoitée par les différentes coalitions. Elle multiplie les sorties, mais quand il s'agit de caravanes à couvrir, les correspondants se débrouillent avec leurs propres moyens pour se déplacer. Les journalistes se cotisent parfois pour louer un véhicule. Vous immobilisez un véhicule toute une journée. Il va vous facturer 20 000, 25 000.
Mais vous n'avez pas ces moyens de le faire. La banlieue est une zone très vaste et difficile, mais malgré la multiplicité des listes, les nombreuses activités qui se déroulent en même temps, les correspondants tentent tant bien que mal à respecter les règles édictées par le CNRA. Parce que s'il y a une manifestation au Guédiawaye, on demande à nos confrères de Guédiawaye de prendre SS de Pikine, après on échange les interviews. Ça nous permet quand même d'avoir le maximum de coalitions. Absence de programme des candidats, manque de moyens de déplacement et de moyens logistiques, certains correspondants travaillent difficilement. Le patronat et le SYNPICS sont interpellés. Rendez-vous au point E où les coalitions Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal se sont rencontrés. Un bel exemple de convivialité politique. Gohandaglo. Le ministre de la Jeunesse en caravane dans la commune de Fan.e, une localité dirigée par le maire Palasambe de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Ce dernier a accueilli le ministre Mame Mbaye Niang de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour un ministre de la République duggee ci sama biir commune donte campagne électorale la ñu nekk sama warugar mooy me recevoir parce que c'est vrai que nous sommes en période de campagne électorale, mais il est de mon devoir de vous accueillir car vous représentez une institution. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette commune où elle a une différence avec celle des autres, car ici la politique ne rime pas avec la violence. Nous sommes tous des frères. Parce que tey dimanche de élection di jeex Mame Mbaye Niang day ñibbi ñun ñoo fi des waaye suñu reyantee suñu biir ñun ñooy faj suñu bopp. Un message de paix pour une campagne apaisée. Mame Mbaye Niang prend un exemple. Le maire de Fann Résidence.e. ñun de jàmm lañ bëgg te yow dégg nañ la nga wax ci kàddu jàmm xëccoo ci dëgg xëccoo ci ngor xëccoo ci jub xëccoo ci bëgg. Nous ne militons que pour la paix, donc il faut une concurrence loyale. Nous vous remercions vraiment de votre accompagnement et de votre engagement. di la jox sa wàccuwaay donte dañuy xëccoo mais ñu ñëpp ñoo moom réew mi. Une mobilisation exceptionnelle a accueilli le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi. Mame Mbaye Niang estime que sa coalition va remporter les élections dans cette commune. Gohandaglo, merci à vous. Fini pour tant de campagne. Et tout de suite, le point sport avec Adjabité. Merci beaucoup Amina, bonsoir, bienvenue à cette actualité sportive que nous démarrons avec ce drame du stade Demba Diop. On attend d'un moment à l'autre les conclusions de la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football. On travaille sous la pression de l'État, de la tutelle, mais également des acteurs du football sénégalais. C'est à se demander si les 5 membres de cette structure pourront faire abstraction de leur environnement pour ne lire que les textes du football, suivant la lecture du président Lamine Gueye. Le Sénégal tout entier est suspendu à la décision de la commission de discipline qui doit se prononcer sur le drame du stade Demba Diop. Un drame qui a coûté la vie à 8 jeunes Sénégalais. Jamais dossier n'a été aussi brûlant et aussi pesant pour les 5 membres de cette commission. Ils subissent d'abord la pression de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, qui a déjà suspendu à titre conservatoire l'Union sportive de Ouakam. Mieux, son président Augustin Senghor a clairement fait comprendre que sa structure sera très regardante par rapport à la situation et qu'elle se tenait prête à réexaminer toute décision qu'elle jugerait disproportionnée par rapport à l'énormité de ce drame. Une façon de montrer clairement le chemin à prendre. L'Union sportive de Ouakam doit donc craindre le pire dans cette affaire où tout Mbour et le monde du sport, constituant un seul bloc, réclament et veulent des sanctions à titre exemplaire pour décourager toute velléité apparente à cette forme de violence. Mais toujours est-il que autant tous les amoureux du sport ont demandé des sanctions exemplaires, autant cette pression, même étatique, ne doit pas amener la Commission à aller au-delà de ce que permet le règlement du sport. Merci beaucoup, Président Lamine Gueye. Nous parlons à présent du CHAN 2018, recalé au second tour de l'édition 2015. Le Sénégal doit se qualifier au prochain championnat d'Afrique selon le sélectionneur des Lions locaux. Moustapha Seck revient sur l'importance d'une qualification pour ces joueurs et la visibilité que ce rendez-vous continental peut offrir au football local. Il est joint au téléphone par Aïcha Camara. Le premier tour est passé, donc c'était 2 manches comme je le disais.
Nous avions fait match nul à l'aller, un but partout, donc il fallait acheminer sur le travail. Comme j'ai l'habitude de le dire, je pense qu'on n'a pas besoin de choisir ou de préférer telle ou telle nation pour aller jouer une compétition majeure telle que le CHAN. Même si la Guinée, les clubs guinéens ont eu à éliminer certains clubs sénégalais, je pense que les réalités de clubs ne sont pas les mêmes pour une sélection. Donc on va connaître le travail. Je pense que quel que soit l'adversaire qui sera devant nous, nous allons jouer grandement nos chances parce que notre objectif cette année restera encore la qualification parce que c'est une bonne chose pour une nation que ces jours soient vus parce que comme j'ai encore l'habitude de le dire, le CHAN est un plateau, un moyen quand même, une vitrine pour permettre à ces joueurs d'être vus. Et nous restons avec Moustapha Seck qui réagit sur la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée, comptant pour le second tour des éliminatoires du CHAN 2018. Je suis d'avis que pour participer à cette compétition majeure, il faut jouer, il faut chercher à avoir le gain lors des deux manches. Donc il y a une première manche qui va se dérouler ici au Sénégal, contrairement à l'édition précédente où le match allait s'était joué en Guinée. Le match se retourne ici. Ils nous avaient battus par 2-0. On les avait battus par 3-1 avec encore une fois de plus une crielle d'occasion. Donc manque d'application dans la surface de vérité. Mais ce match-là, on aurait pu marquer 3, 4, voire même 5 buts et se qualifier, mais tout compte fait. Je pense qu'il faut tirer les enseignements du passé. Nous restons sereins. Je pense qu'il y a un groupe qui est là, qui est assez conscient de la situation. Nous allons continuer ce travail. Un programme a été mis en place depuis pour le premier tour, pour le deuxième tour. On ne va pas déjouer, on va continuer notre préparation et Inch'Allah Rabbi, au sortir de ces deux matchs, qu'on puisse les remporter pour pouvoir se qualifier à cette compétition. Et je rappelle que les Lions locaux vont effectuer 2 stages fermés au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw du 27 au 29 juillet et un autre du 31 au 14 août prochain. Kung Fu, avant de boucler l'actualité sportive, 3e sur le plan africain, le président de la Fédération sénégalaise de la discipline salue la prestation des Lions lors du championnat de Cotonou. Maître Salah Mbaye appelle les autorités à appuyer davantage l'équipe nationale qui doit effectuer prochainement des sorties sur le plan international. Maître Salah Mbaye avec Sorna Fall. Nous sommes venus aujourd'hui à l'ASFA pour remercier vraiment les autorités militaires, le commandant de l'ASFA, le lieutenant-colonel Cheikh Nadien, qui nous a beaucoup appuyé depuis la préparation jusqu'à la participation. Il avait mis à notre disposition vraiment toute la logistique nécessaire pour une bonne préparation. On est très satisfait parce que parti avec 9 combattants et revenu avec 8 médailles d'or, 8 médailles, 2 en or, 4 argent et 2 de bronze. Ce qui fait que nous avons eu 6 finales quand même pour 9 athlètes. Et vraiment ça c'est très satisfaisant. Il faut les encourager. Donc leur donner leur chance de valoir leur chance au niveau des championnats du monde qui doivent se tenir en Russie au mois de septembre. Là aussi, vraiment, nous lançons un appel au ministère des Sports, aux autorités, vraiment pour qu'ils soutiennent l'équipe nationale. C'est l'occasion aussi de remercier aussi les autorités sénégalaises, le ministre des Sports, à travers lui, le Premier ministre et monsieur le Président de la République, qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre la participation du Sénégal à ces championnats d'Afrique. Et aussi remercier le comité olympique sénégalais. En l'occurrence, le secrétaire général, lui aussi, qui nous a beaucoup appuyé. Mais aussi, mention spéciale au consul du Sénégal qui se trouve au Bénin. Aussi remercier aussi la solidarité entre fédérations. Parce que lors de la préparation, lorsqu'il fallait faire des regroupements, le taekwondo nous a appuyé, nous a accueillis dans son centre d'entraînement. Et c'est cette réaction de Maître Salah Mbaye, président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu, qui met un terme à cette actualité sportive. Amina Ben Matar pour la suite de l'essentiel. Adja, merci à vous pour le point sport. Alors, nous n'avons plus que quelques minutes avant de boucler ce plateau de l'essentiel. Mais, Monsieur Diong, parlons justement du rôle de la Sénat. Cette Sénat toute puissante dans les textes qui aujourd'hui s'emmurent dans un silence assourdissant quand même. Ça étonne un peu les Sénégalais dans ce contexte vraiment très tendu. Écoutez, moi je suis un peu surpris par le rôle de la Sénat jusque-là et surtout de ce que je considère comme une passivité de la part de cette commission. Souvenez-vous, il a fallu que le président de la République
interpelle directement la Sénat pour trouver une solution à cette pluralité de listes pour que la Sénat s'active. Ils ont dû être réveillés par le président de la République. Moi, j'ai comme l'impression que la commission a été un peu fragilisée depuis quelques années. Vous savez, il y a toujours un changement du tiers de ses membres. Le Sénat était connu pour avoir quand même des membres qui sont très rigoureux, etc. Je ne pense pas que ceux qui sont partis et qui ont été remplacés ont été vraiment remplacés par des gens qui soient beaucoup plus soucieux du rigueur et de l'intégrité qu'il fallait pour une commission comme celle-là. Maintenant, il va falloir qu'au sortir de ces élections, qu'on parle et qu'on pose sur la table le problème de la Sénat pour deux choses. Moi, je pense que la Sénat, on devrait voir si ça ne devrait pas être uniquement une commission ad hoc. Ça veut dire quoi? La structure mise en place pour gérer, superviser une élection, le contrôle et contrôler une élection, et à la fin de cette élection, que l'organe soit supprimé. Vous savez pourquoi? Parce que ça a le mérite de ne pas installer ses membres dans un confort qui serait peut-être qu'il serait un peu à la solde d'un régime en place. La deuxième chose, c'est qu'on revoit un peu le mode de désignation de ses membres. Moi, je verrais bien une Sénat où la société civile proposerait quelques-uns de ses membres, l'opposition et le président de la République. D'accord, nous aurons vraiment l'occasion de revenir sur tout ça. Alors Val Jojo, très rapidement, le rôle de la Sénat dans cette affaire. Je pense que peut-être je vais rebondir un peu sur ce que Jong a dit très rapidement. C'est fini. Je pense que il est nécessaire quand même que la Sénat s'active un peu plus. Je suis d'accord avec lui quand il dit que par exemple structure ad hoc, il faut que la réflexion soit posée. Parce qu'en fait, c'est un organe qui initialement a fait l'objet quand même d'un consensus fort de la classe politique. Peut-être Jong vous rappelez que en principe, sur le principe, sur la forme, tous les membres doivent émaner de corps différents qui sont proposés par les corps d'origine. D'accord. Bon, maintenant, comment le choix est fait, Dieu seul sait. D'accord. En tout cas, nous y reviendrons. C'est fini pour ce soir. Ben, merci. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Inch'Allah, sur ce plateau de l'essentiel. Merci à vous qui nous écoutez sur la 89.7, la Zik FM. Merci également aux internautes et tout de suite, c'est Mamadou Mansour Diop qui s'installe pour le journal en Wolof. Bonsoir. de femmes dans les instances de décision et il faut le poursuivre dans les autres instances. Cette position de directrice de campagne lui a été proposée et même si cela n'était pas le cas, cette battante de Diokoul allait quand même la revendiquer. Pat Saussar, directrice de campagne de la coalition Pôle Alternatif 3e Voie, Sénégal d'Aïdem, un portrait dressé par Fatoulaye Mbaye Diop. La deuxième édition des journées appelées Dialogue des juges s'est tenue ce matin en présence du premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara. Les discussions de cette édition sont axées sur le thème panorama de la jurisprudence, motivation et difficultés d'exécution des décisions de justice. Cette rencontre permet de renforcer le rôle d'information et de prévention sur les recours en cassation et en annulation. Mamadou Badio Camara a insisté sur le fait qu'il est important de mettre en œuvre un dialogue entre les juridictions d'appel et les tribunaux. Compte rendu, Abdoulaziz Sow. Et de deux pour les juges du droit et ceux du fond, ils sont à nouveau réunis pour confronter leur point de vue sur les difficultés d'exécution des décisions de justice et sur la motivation des jugements et arrêts. Pour parvenir à obtenir la sécurité juridique, il faut que la règle de droit soit appliquée de la même manière partout au Sénégal. Il faut que le justiciable, quand il reçoit une décision de justice, puisse savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il a perdu. C'est quelque chose d'important que nous voulons insister pour que nos collègues juges du fond fassent plus d'efforts dans la motivation de leurs décisions. Donc c'est pour éviter les divergences d'interprétation. Éviter les divergences, c'est harmoniser les positions, expliquer, justifier, voire stimuler davantage les motivations et de manière compréhensible. Selon Mamadou Badio Camara, après cassation, une juridiction de renvoi doit pouvoir identifier clairement les motifs de l'arrêt de la Cour suprême. Nous avons constaté
qu'il y avait comme des incompréhensions sur le sens et la portée de nos arrêts, sans doute en raison du style de cassation caractérisé par une technique de rédaction lapidaire. Nous avons commencé à appliquer la technique de rédaction avec une motivation dite enrichie qui consiste pour l'essentiel à développer davantage la motivation de nos décisions pour les rendre plus facilement compréhensibles. Pendant 2 jours, ces acteurs vont réfléchir sur les procédures applicables devant la juridiction suprême, mais aussi apporter des solutions dans l'exécution des décisions de justice. Merci Abdelaziz Saoudabar. Les villages de Touba, Darou Salam et Medina Pakan, respectivement dans la région de Tambacounda et de Kolda, ont bénéficié de forages et de bornes fontaines, des installations faites dans 22 villages qui ont une moyenne de 6 000 habitants. Aujourd'hui, ces femmes qui faisaient des kilomètres pour chercher de l'eau sont satisfaites de ces réalisations qui tournent qui ont coûté plutôt 300 millions de francs CFA et qui leur ont permis d'avoir de l'eau potable dans leur village. Selon le directeur de l'Office des forages ruraux, ce sont des réalisations qui entrent en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État. Suivant le compte-rendu de Fatima Diop. L'eau potable coule à flot au niveau des fontaines et des robinets de chaque coin et recoin des villages. L'absence du liquide vital n'est plus qu'un mauvais souvenir pour ces femmes qui faisaient des kilomètres pour en trouver. J'ai content à autre forage là. On avait problème d'eau avant. Ce que passait, mais maintenant on a de l'eau. Ce sont des forages d'une profondeur de 45 à 148 mètres, d'un débit qui varie entre 20 à 50 mètres cubes par heure, installés dans les villages de Touba Darussalam dans la région de Tambacounda. Medina Pakan à Kolda, à 50 km de la Guinée, n'a pas été un reste. Des réalisations financées par l'Union européenne à hauteur de 27 millions d'euros, soit 18 milliards de francs CFA pour 22 villages de près de 6 000 âmes. Donc on a réalisé aujourd'hui plus de 52 forages, dont ces 2 forages que nous avons visités. Aujourd'hui, le grand défi qui est en train de relever, c'est l'engagement aujourd'hui de l'OFOR dans la gestion de ces infrastructures, ce qui permet de garantir à terme la durabilité des investissements. Des réalisations qui entrent en droite ligne avec la vision du chef de l'État, dixit le directeur général de l'Office des forages ruraux. Je pense que c'est un ensemble de promesses qui avaient été faites aux populations qui sont en train d'être tenues. Et nous allons naturellement, notre rôle, c'est d'accélérer, de continuer ce processus pour qu'il n'y ait plus de Sénégalais du monde rural ou de Sénégalais du monde urbain dans les politiques d'accès à l'eau. Au-delà de l'accès à l'eau, le domaine de l'assainissement a également été pris en compte. Le coût global est environ 300 millions de francs CFA. Pour manifester leur joie et contentement, la population de ces localités ont chanté, dansé au rythme de leur culture. Fatima Diop, merci. C'est cet élément qui met fin à ce 19h45, un journal que j'ai eu le plaisir de présenter avec Aram Ndiaye. Plaisir partagé, Mamadou Awa Ndiaye. C'est fini. Merci à vous tous de votre aimable attention. La suite de l'essentiel, c'est tout de suite avec Amina Gueye et Ben Mokhtar Diop. Au revoir. Nous sommes dans la dernière partie de votre magazine d'information, l'essentiel. Et ce soir, nous parlons de cette saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République. Pour en parler, nous sommes avec M. Momar Diong, il est notre consultant maison, mais également avec Valjo Djonja, il est de la société civile. Merci à ceux qui nous écoutent sur la 89.7, la Zik FM. Merci également aux internautes. Vous pouvez toujours continuer à réagir sur le hashtag SunTV officiel. Alors, Valjo, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu à rencontrer le président de la République, mais est-ce que lors de cette rencontre, il avait vraiment émis cette idée de saisir le Conseil constitutionnel? Non, pas du tout. Donc ça vous a vraiment surpris? Nous l'avons constaté comme tous les Sénégalais. C'était une option qui a été brandie par une composante de la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, à dire vrai, ça m'a un peu surpris, compte tenu des délais qui étaient quand même assez raccourcis par rapport au scrutin du 30 juillet.
Et aujourd'hui, je pense que cette saisine peut poser plusieurs questions, hein, à mon sens. Est-ce que c'était l'organe qu'il fallait habiliter? Et puis, en saisissant le Conseil constitutionnel, est-ce que quelque part, en fait, le président ne vous utilise pas et vous met en mal avec l'opinion? Non. Sur l'acte, on peut dire que c'est une procédure normale parce que le président a la latitude de consulter le Conseil constitutionnel pour avis, qui donne son avis, et maintenant sur la base de ça il peut initier la proposition de loi à amener à l'Assemblée nationale, etc., qui va adopter ça en procédure d'urgence. Donc ça veut dire que si le Conseil constitutionnel donne un avis favorable, on ira également à l'Assemblée nationale. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire, après le Conseil constitutionnel, on doit l'amener au niveau de l'Assemblée nationale qui doit, en procédure certainement d'urgence, l'adopter compte tenu des délais. Et ensuite, il doit promulguer ça automatiquement. Je ne sais pas maintenant. Est-ce qu'on aura le temps? Avec ce qu'on a l'habitude de dire, les délais de recours et tout ça, est-ce qu'on l'a intégré avec aussi le protocole de la CEDEAO? Est-ce qu'on l'a intégré dans l'analyse? Attendons de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous, de la société civile, aujourd'hui, vous vous sentez bien? Est-ce qu'il n'y a pas un mal-être par rapport à ce président de la République qui semble vous instrumentaliser, vous utiliser, vous mettre en mal avec je tiens à le dire de la manière la plus formelle, la plus claire et la plus nette. Nous sommes droits dans nos bottes, nous n'avons jamais été ni manipulés, ni utilisés. Et nous nous réservons le droit, en tant que de besoin, quand c'est nécessaire, d'apporter les précisions qui sied. C'est-à-dire, nous avons, je le répète, nous avons initié un processus de médiation. Nous l'avons fait depuis 2000. Je me rappelle, j'étais encore plus jeune en 2000, mais pratiquement les doyens Mazid, etc., ont été reçus plusieurs fois, même jusque dans leur chambre à coucher par Wade et Diouf, parce qu'ils faisaient la médiation. Même chose s'est passée en 2009, etc., avec la tension qu'on avait connue jusqu'à aller vers l'audit du fichier électoral. Cette année-ci, quand nous avons analysé la situation, nous nous sommes rendus compte de la tension et des problèmes qui se posaient. Nous avons pris notre bâton de pèlerin comme nous avons l'habitude de le faire. Nous sommes allés voir l'opposition d'abord, qui nous a exposé l'ensemble de ces récriminations. Nous l'avons transmis au président de la République pour lui dire voilà la situation. C'est vrai, il y a eu une lenteur de nous recevoir, c'est-à-dire parce qu'on voulait bien être reçu avant l'adoption de l'article 78, L78, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Mais quand il nous a reçus, il nous a exprimé sa disponibilité à échanger avec l'opposition. C'était trop tard. Je ne sais pas si c'est une tactique ou une stratégie, mais après les choses se sont braquées davantage. Nous nous sommes abstenus mais nous sommes en train de faire la clarification qui sied, que nous n'avons jamais été utilisée, parce que je pense que nous avons suffisamment de pratique et d'expérience pour être manipulés. Mais de 2012 à aujourd'hui, est-ce que la société civile n'a pas été vraiment affaiblie? Parce qu'en 2018, le nombre était plus grand. Aujourd'hui, peut-être les membres de la société civile, on peut les compter au bout des doigts. Attention, je pense que qu'à ce niveau-là, il faut quand même savoir raison garder. Je pense que nous avons une ligne. Et il faut dissocier les choses comment ça s'est passé par exemple en 2012. En 2012, on avait touché une option fondamentale de la Constitution, c'est-à-dire avec la révision qu'a voulu introduire à l'époque le président Wade. Mais ici, nous sommes dans des éléments techniques qui ont bien sûr des impacts politiques extrêmement importants. Et c'est pour cela que nous disons que, par exemple, nous avons privilégié l'approche de la médiation. Mais en tant que de besoin, nous avons situé les responsabilités. Et nous le faisons quand c'est nécessaire. Rien n'est clair, mais nous sommes habitués à ce genre d'interdiction. Mais je pense que nous ne nous mettons pas à braver des interdictions. Nous allons développer des actions beaucoup plus coercitives pour obliger effectivement l'État à mettre à disposition les cartes d'identité ou bien à avouer son échec. Parce que c'est un État qui refuse tout consensus, qui est fait dans le forcing, qui ne tient pas compte, qui n'a aucune considération pour son opposition, mais aussi qui n'a même pas de respect pour nous autres Sénégalais. Ce qui est grave, c'est qu'on risque de faire revenir le phénomène des ordonnances, parce qu'un récépissé
qui n'a pas d'usage. Mais ça, c'est faire revenir les ordonnances et c'est l'ouverture à un système de fraude continu. Intéressons-nous à présent à l'une des rares femmes directrices de campagne de ces élections législatives, Fatou Sow Sarr, de la coalition Pôle Alternatif Troisième Voie, Sénégal Day-Dem. Une fonction qu'elle remplit à la perfection selon plusieurs de ses camarades. Fatou Sow Sarr, qui est une sociologue de formation et la directrice du laboratoire genre de l'IFAN. Elle est aussi l'une des actrices clés de la loi sur la parité. Fatoulaye Mbaye Diop nous dresse son portrait. Sow Sarr, sociologue, directrice du laboratoire genre de l'IFAN à l'UCAD. Elle est connue dans les grandes luttes pour l'émancipation de la femme. Fatou Sow Sarr, déjà avec le caucus des femmes, a longtemps défendu la parité. C'était un projet politique de transformation de la société sénégalaise. Et je suis heureuse d'avoir contribué, participé avec d'autres à ce travail qui a mené à un des éléments les plus majeurs depuis l'existence de ce pays. Entre la politique et la cause qu'elle défend, il n'y a qu'un pas. Je suis docteur en anthropologie et sociologie politique. La politique, c'est mon objet de recherche, c'est mon objet de travail. J'ai un métier qui me porte vers la défense de la société et de la communauté d'une manière générale. Cette activiste est aujourd'hui une directrice de campagne, une position jusque-là dévolue aux hommes. Je suis allée dans la coalition Sénégal Day-Dem avec Cheikh Tidiane Gadio et nous pensons que pour parachever ce pourquoi nous nous sommes battus, il était important que nous soyons dans cette assemblée pour mieux porter les questions qui nous paraissaient essentielles. La colistière de Cheikh Tidiane Gadio sur la liste Pôle Alternatif Troisième Voie est certes politique, mais pas politicienne. Je n'appartiens à aucun parti politique. C'est une coalition où des individualités, des mouvements, des partis se sont retrouvés. Sa participation aux législatives n'est que la suite du combat qu'elle mène au jour le jour. Ce que nous voulions, c'est une transformation sociale, une arrivée massive